Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on fera la suite de la formation sur le Windows Server 2012. Donc, on fera le module 2 de cette série de formations dans cette vidéo. Pour rappel des modules, nous avons 3 modules. Le premier module a consisté à installer, configurer le rôle Active Directory. Le module 2 va nous permettre d'apprendre à configurer le rôle DNS, c'est-à-dire Domain Name System. Le module 2. Donc, le module 2 est composé de 3 petites parties. Nous verrons d'abord, nous allons apprendre à installer ensemble le service DNS et ensuite, au fait, le service ou rôle DNS avec ses fonctionnalités. Et par la suite, on va apprendre à configurer ce service-là afin que chaque ordinateur de notre réseau puisse faire la correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine ou hébergement. Et par la suite, on verra un test. Ok, donc on va passer à la partie 1, c'est-à-dire l'installation de ce module-là. Ok, donc pour installer, je viens comme d'habitude, je viens ici, je vais d'abord vérifier est-ce qu'il est installé ou pas, parce que je pense l'avoir installé. On verra ensemble. Ici, c'est juste une page de notification, c'est tout. Me demande si je dois installer ou c'est bon, installation des rôles ou l'installation des services de bureau à distance. C'est plutôt l'installation des rôles et de fonctionnalités. Donc, il faut savoir qu'avec le Windows Server 2012, on a la possibilité de gérer soit un seul serveur ou soit un groupe de serveurs. Donc ici, malheureusement, on n'a qu'un seul groupe de serveurs. Voilà. Donc, on va cocher ça. Voilà, bon, je vais cocher cette partie au cas où on me demande de le redémarrer. Je vais vérifier en même temps quelque chose. Ok, donc je remarque que le service a été installé avec succès. Ok. Je vérifie un ensemble de choses parce que j'avais déjà configuré ce service au fait sur ce poste là. Ok, je continue toujours. Je cherchais à vérifier quelques éléments. Ici, je remarque qu'il y a 2 services qui sont stoppés. Je vais les redémarrer. C'est ça, en fait, l'un des avantages de Windows Server 2012. On a la possibilité d'avoir un tableau de bord sur tout ce qui se passe sur l'ordinateur localement et tout ce qui se passe sur le groupe d'ordinateurs. Ici, par exemple, on voit les différents services qui sont installés. J'ai déjà installé, je viens d'installer le service DNS. Là, j'ai installé le service de fichiers de stockage. Voilà l'état du serveur local et l'état de tous les serveurs. Donc là, j'ai les différents événements. Je vais maintenant configurer mon service DNS. Je viens ici dans l'onglet DNS. Je clique là. Voilà. 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 Donc, je viens de faire juste l'installation. Afin de passer à la configuration de ce service, je vais d'abord essayer d'expliquer un peu le fonctionnement, comment se fait la résolution de nom en adresse IP ou l'EDS. Voilà. Donc, on va considérer que nous sommes sur un réseau LAN et d'une entreprise X.
Et dans cette entreprise-là, nous avons un certain poste client, et nous avons un serveur DNS qui est configuré. Voilà. Donc, comment va se faire par exemple une requête de ce poste client-là vers l'adresse vers le serveur web de Google. Donc, je suppose que sur ce poste, je vais utiliser le navigateur pour faire entrer www.google.com. Donc, je vais expliquer les étapes de la résolution parce que quel est le rôle de ce service au fait, ce service DNS? Le DNS, comme je l'ai dit, signifie Domain Name System. Donc, c'est un système de nom de domaine. Voilà. C'est un système très important qui fait partie de la pièce maîtresse de tout ce qui est présent, tout ce qui est service présent sur le réseau WAN. Pourquoi? Parce que le rôle de ce service-là, c'est de convertir une adresse, un nom de domaine en adresse IP ou inversement. Voilà. Donc, lorsque je veux accéder au serveur web d'une entreprise, un serveur web public d'une entreprise, normalement, je devrais taper dans le navigateur l'adresse IP. L'adresse IP, c'est-à-dire si je suppose que l'adresse IP du serveur web de Google est 206.4.2.1. Normalement, c'est cette adresse-là que je dois faire rentrer dans le navigateur. Mais pour l'être humain, ce serait très difficile si il lui faut retenir chaque adresse IP pour chaque service auquel il souhaite accéder sur le réseau WAN. Ça sera très quelque chose de très important. C'est dans ce cadre-là que ce service a été mis en place afin de faciliter au fait quand je fais rentrer dans mon navigateur www.google.com. En réalité, en arrière, c'est une adresse IP au fait que je dois faire rentrer. Des URL plutôt que des adresses IP. Voilà, donc c'est le rôle du sujet. Je vais passer à l'explication en fait de façon détaillée de comment se déroule tout ce processus-là. Voilà, donc comme je le disais, je suis dans une entreprise X et ce poste client va vouloir accéder au serveur web de Google. Voilà. De Google. Donc, lorsqu'il fait rentrer dans son navigateur l'URL de Google, www.google.com, la première étape d'interroger au fait un fichier qu'on appelle un fichier host. Ce fichier host est présent sur tous les systèmes d'exploitation. Voilà, je vais montrer un peu le chemin d'accès à ce fichier. Nous sommes sur le DNS2, d'accord. Donc, normalement, pour le retrouver, on va énoncer Windows, système 32. Voilà, driver. Voilà, driver, etc. Et voilà le fichier host qui est là. Je l'ouvre avec un notepad. Donc ici, on remarquera par exemple, voilà un exemple qui est bien clair. Donc là, j'ai des adresses, c'est juste des exemples, hein, j'ai des adresses IP qui sont associées à des noms. Voilà. Donc ici, j'ai localhost, j'ai l'adresse 127.0.0.1 qui est associée au nom localhost. On sait que 127.0.0.1 est l'adresse globale. L'avantage, c'est que ça va permettre d'accéder plus facilement à ce site. Donc, pour charger ce site, ce sera très facile parce que cette résolution se fera automatiquement. Sinon, voilà. Sinon, la requête DNS, comment on appelle ça? S'il n'existe pas de couple, qu'est-ce que le poste va faire? Il va donc interroger le serveur DNS. Et où trouver l'adresse IP du serveur DNS sur le réseau? C'est ici, normalement. On vient ici. Voilà. Je vais prendre cette carte.
Donc, c'est dans les paramètres TCP/IP que je vais trouver l'adresse IP du serveur DNS qui est présent sur mon réseau local. Voilà. Donc, ici, j'ai l'adresse IP de mon serveur qui est là, mon serveur actuel. J'ai la passerelle. La passerelle, c'est l'adresse IP du routeur par lequel les requêtes, tout ce qui est accès à Internet va passer. Donc, c'est l'adresse IP des routeurs. Ici, voilà, ici, j'ai le serveur DNS préféré. Donc, j'ai l'adresse IP ici du serveur DNS. C'est ici. Bon, ici, j'ai le 127.0.0.1. Je l'ai mis parce que c'est sur ce serveur-là, localement, que je compte configurer ce service-là. Une fois que l'adresse IP est récupérée, qu'est-ce qu'il va faire? Excusez-moi, il va donc envoyer la requête. Il va donc contacter le serveur DNS pour savoir ce serveur n'a pas dans son cache la réponse à cette requête DNS. Il va alors donc à ce niveau-là contacter des serveurs externes. Voilà, des serveurs externes. Et pour y arriver, il va utiliser une notion très importante qu'on appelle la notion de redirecteur. C'est une notion qu'on verra tout à l'heure après cette formation. On verra un prochain module sur les fonctions avancées du DNS. Donc, on aura l'occasion de configurer la partie redirecteur. Le serveur en question va venir dans la partie propriété et voir ici quelle est l'adresse d'abord ici. Par ici d'abord, ici. Voilà. Donc, on aura l'occasion de configurer tout ça. Donc, il va d'abord interroger le redirecteur conditionnel. S'il n'y a rien, s'il n'y a pas de contenu, s'il est vide, il va venir interroger le redirecteur ici. Voilà. Et ici, c'est marqué, ici, utiliser les indications de racine si aucun redirecteur n'est disponible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si ici, si cette zone est vide, automatiquement, il va interroger tous les serveurs. Normalement, ils sont au nombre de 13. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui est haute disponibilité, il y en a plus que ça. Sinon, ils sont normalement de 13. Donc, il doit interroger pour pouvoir résoudre au fait cette correspondance-là. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, le serveur DNS va fouiller dans les paramètres de l'activité du DNS pour rechercher au fait dans l'onglet redirecteur conditionnel. S'il n'y a rien, il va fouiller dans le redirecteur simple. S'il n'y a toujours rien, il va alors contacter les serveurs racines. Donc, la requête est transmise au serveur racine. Les serveurs racines, il est à la recherche de quoi en fait cette requête? Le serveur DNS, en interrogeant ces serveurs DNS racines, le but pour lui, c'est de savoir quel est le serveur qui fait autorité sur le domaine.com, parce que là, j'ai tapé www.google.com. Donc, il est à la recherche d'abord du serveur qui va héberger, qui héberge le domaine.com. Une fois qu'il retrouve ce serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que c'est les serveurs racines, en fait, comment je vais dire? Parce que le système DNS est hiérarchique. Donc, au-dessus, on a juste les serveurs DNS. Juste en bas, les serveurs qui vont gérer le premier niveau, tout ce qui est .com, .fr, .it, tout ça est géré au premier niveau. Donc, les serveurs DNS racines contiennent les adresses IP des serveurs tels que .com, .fr, .it, etc. Donc, le but pour le serveur DNS interne, c'est de savoir quel est le serveur qui gère en fait qui fait autorité sur la zone .com. Donc, une fois retrouvé, ce serveur sera interrogé afin de savoir quelle est l'adresse IP qui se trouve derrière le nom de domaine www.google.com. Une fois la réponse est trouvée, elle est transférée maintenant au poste qui pourra maintenant communiquer avec ce serveur-là sans problème. Il faut savoir aussi que pour faciliter l'accès, les serveurs DNS ou les serveurs DNS disposent d'un cache qui va permettre au fait de sauvegarder un ensemble d'informations, un ensemble de sites auxquels on a facilement accès afin de faciliter l'accès. Et puis on va passer maintenant à la partie configuration. Voilà, donc ici on va créer une nouvelle zone.
Une nouvelle zone que je vais appeler zone principale. Zone principale parce que il y a plusieurs types de zones d'ailleurs. Il y a la zone principale, il y a la zone secondaire, il y a la zone stub. La zone principale, c'est une zone sur laquelle le serveur actuel a le droit d'écriture et de lecture. Voilà, le serveur, la zone secondaire, il a malheureusement que le droit d'écriture et pardon, que le droit de lecture, mais pas le droit d'écriture. Ça permet de faire la haute disponibilité, d'équilibrer, du load balancing, donc d'équilibrer les charges entre deux ou plusieurs serveurs DNS. Et la zone stub, elle est utilisée dans le cas des redirecteurs, parce que les redirecteurs, comme je l'ai dit, permettent, comment je vais dire ça, de résoudre des noms auxquels des noms appartenant à des zones auxquelles on n'a pas d'autorité. Voilà. Donc ces informations là sont des informations statiques qu'il faut toujours remplacer, faire des mises à jour chaque fois qu'il y a un changement au niveau des serveurs DNS. Contrairement à la zone stop qui elle est un redirecteur dynamique. Donc lorsqu'il y a une information une nouvelle information dans le DNS, elle est mise automatiquement à jour. Voilà, donc c'est cette différence là. Donc là je vais recliquer sur la zone principale. Ma zone principale, je vais l'appeler IT. IT pour tous. Oui. Voilà, IT pour tous. Je vais créer un nouveau fichier nommé. Voilà. Et au niveau des mises à jour dynamiques, bon, je vais juste interdire les mises à jour. Et donc voilà le résumé de tout ce que j'ai fait. Voilà, ma zone est créée. Elle est bel et bien créée. La voici. Une fois qu'elle est créée, je vais la configurer. Je vais donc faire des résolutions. Je vois déjà qu'il y a deux lignes très importantes. La ligne SOA. La ligne SOA. Et la ligne NS. La ligne NS, au fait, représente le nom de tous les serveurs NS par an. Voilà, NS c'est name server, c'est l'adresse IP des différents serveurs des serveurs de DNS. Donc je vais créer une nouvelle entrée de type AA. AA c'est l'adresse IP des serveurs ou soit l'adresse IP d'un poste client. Voilà. Donc il y a plusieurs types d'enregistrement, il faut le dire. Oui, je vais vous montrer un peu. On a plusieurs types d'enregistrement. Voilà, on a l'enregistrement AA, A ou AA. On a l'enregistrement CNAME, c'est juste un alias. On a l'enregistrement MX qui en fait qui correspond au serveur de messagerie. Voilà. Voilà. Donc je disais, on va prendre AA. Le nom, je vais mettre AD. Ici, je dois normalement, j'ai la possibilité de cocher ici, mais je ne le ferai pas parce que ma zone de recherche inverse n'est pas créée. Donc, j'aurai une erreur tout à l'heure. Donc, je préfère ne pas cocher. Sinon, normalement, lorsque je crée une entrée dans la zone, je peux cocher ici. Automatiquement, la zone de recherche inverse est remplie. Voilà. Ok.
Ok. Donc c'est bon, j'ai pu créer deux enregistrements, c'est déjà bon. Voilà. Donc je vais remplir la zone de recherche index également. Voilà, donc je vais créer une zone principale. Je vais choisir la zone de recherche IPv4 parce que ce sont les adresses IPv4 que je vais utiliser et non les adresses IPv6. Donc ici, au niveau de la zone de recherche, le nom est très important. Voilà, parce qu'ici, l'ID réseau correspond à la partie réseau d'une adresse IP. Ici, j'ai 192.168.2.0. Donc, c'est une adresse de classe C. Donc, la partie réseau va porter sur les 3 premiers octets ou les 24 premiers bits. Donc, du coup, ce sera du 192.168.2. Voilà, ici le nom de la zone de recherche est bon, c'est inversé. C'est très important lorsqu'on configure le service DNS sous Linux. Voilà, sous Linux, c'est comme ça on écrit au lieu de comme ça. Dans tous les cas, on a une autre formation sur la configuration du service DNS sous Linux. Donc, vous aurez l'occasion de suivre ça. Voilà. Je vais créer un nouveau fichier, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Je vais créer, on appelle ça ici des pointeurs. Point 3. Voilà, point 3. Je vais rechercher dans mon serveur DNS, dans mon domaine. Je vais rechercher, voilà ça. Voilà. C'est parfait. Et je vais faire encore un autre pour l'adresse IP de mon SAN. 5, je vais rechercher tout ça. Voilà. C'est parfait. Une fois que c'est fini, je peux redémarrer. Je peux... D'abord, je vais vider le cache. C'est important. Et ensuite, je vais redémarrer mon serveur DNS. Voilà. Voilà, donc une fois que c'est fait, je vais essayer de faire la résolution de nom en adresse IP. Voilà. NS le cap 192.168.2.3. Voilà, donc c'est parfait. Ça correspond à... Ah, je vois, j'ai fait une erreur. J'ai fait une très grave erreur. Mais je vois déjà d'où vient le problème. Je vais supprimer ici. Attendez, je vais voir les propriétés. Non. Je vais supprimer. Voilà. Ici, je vais venir, je fais la même chose pour voir est-ce que c'est bon. Il ne doit pas passer normalement. Voilà, c'est bon. 2.5. Merde, je dois tout reprendre. Ah, j'ai fait une erreur, j'ai mal fait de mettre
Ici, j'aurais dû mettre juste AD, voilà, et non AD.IT, et non le nom DNS entier. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Ok, c'est parfait. Ici aussi, je vais venir modifier. Je fais F5. Vous allez voir la différence entre cette partie-là et la prochaine partie que je vais faire. Attendez un instant. Je vais finir tout ça. Voilà. On va DTR 33. J'ai juste quelques soucis. Je vérifie quelque chose. Bah, je pense que je vais répondre. Je vais répondre, ça sera mieux. Parce qu'il y a quelques erreurs qui sont apparues et du coup, j'ai du mal. Voilà. Je vais tout répondre, ça sera mieux. Ok, excusez-moi, je vais tout reprendre. J'ai fait une erreur pas possible. Et du coup, j'ai du mal à avancer. Ok, donc c'est bon. Je vais répondre.
Je vais en même temps créer la deuxième zone pour ne pas me prendre la tête. Voilà. Ok, donc je vais mettre un dé. Donc c'est bon, hein? Voilà, ça doit être normalement bon. Donc je vais passer à la partie test. Pour tester, je vais mettre voilà, c'est parfait. J'ai AD. Cette adresse est associée au nom DNS AD.IT pour tous. IT, je vais faire pareil. Voilà. Je vais faire ça, c'est vraiment juste un test que je vais faire. J'ai besoin de faire entrer tout le nom DNS. Voilà, c'est bon. Ok. Donc c'est parfait. Le test, il est bon, il fonctionne normalement. Merci pour votre attention. J'espère juste que ce module vous a été d'une utilité très importante. N'oubliez surtout pas de partager cette vidéo, de l'aimer, également de vous abonner surtout à notre chaîne parce que vous réserve énormément de surprises. Merci à vous. Bye.